Nous sommes heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Nouvelle émission d'International. International, c'est ici et c'est maintenant. Émission réalisée sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, en collaboration, vous le savez, avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, je pourrais presque dire nos invités, Danny Cohn-Bendit. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez plusieurs vies et ce n'est pas fini, on va le voir. Danny Cohn-Bendit, 70 ans dans la vie politique française, allemande et européenne depuis près de 50 ans. Tour à tour, que pourrait-on dire? Figure majeure de l'écologie politique, tribun remarqué au Parlement européen, journaliste, commentateur sportif également. Nous aurons beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et avec Christophe Ayat du quotidien Le Monde. Alors, 1 heure, autant vous le dire, ça va être juste, parce qu'on a pas mal de questions. On va demander un peu d'indulgence à la régie, un peu de rab, éventuellement s'il y a 1 ou 2 questions. On ne va pas perdre de temps. On fait le portrait peut-être pour ceux qui, dans le monde, ne connaissent pas encore votre parcours. Il va y avoir pas mal d'images d'archives que vous commenterez. On y va. Nous occupons la Sorbonne. C'est en ces jours insensés de mai 68 que naît la légende Cohn-Bendit. Ce petit roux à l'air goguenard a pris la tête de la fronde. Lui qui n'a alors que la nationalité allemande se fait le porte-parole de cette jeunesse française qui meurt de changer d'air avant de se faire expulser. Et on le fait au palais de justice. Direction l'Allemagne, la patrie d'origine de ses parents. Daniel, le libertaire, goûte la vie en communauté, se fond dans le mouvement alternatif, avant de s'assagir politiquement, de se convertir au libéralisme économique et de rejoindre les Verts allemands. Ses premiers mandats, il les exerce dès 1984 à la municipalité de Francfort, avant que ne débute son histoire d'amour avec Bruxelles 10 ans plus tard. Danny Levert sera élu député européen à 4 reprises, alternativement en Allemagne et en France, offrant même aux Verts français leur meilleur score jamais atteint en 2009, plus de 16% des suffrages. Oui, ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Un parti qu'il quittera 3 ans plus tard. Le Parlement européen, l'arène idéale pour cet amoureux du débat, cet artiste de la provocation qui ne réfrène jamais ses emportements. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Monsieur Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. En 2014, Daniel Cohn-Bendit fait ses adieux à cette tribune où il a été, dit-il, si heureux. Je suis pour les États-Unis d'Europe. Oui, je crois que l'Europe fédérale, c'est l'avenir. Si nous nous replions sur la nation, nous serons battus, nous serons balayés comme la souveraineté nationale a été balayée par la mondialisation. Depuis lors, libre de tout mandat, celui qui a toujours fui l'exercice du pouvoir continue de plaider pour cette Europe supranationale qu'il incarne tant. Danny Cohn-Bendit, donc on va commencer peut-être par évoquer le Brexit. Avant cela, vous voyez 5 décennies de vous-même, du parcours. Comment vous réagissez? Oh, je trouve qu'il était mignon quand il pas était mal, hein. jeune. Ouais, il ressemble beaucoup à mon fils. Non, bah écoutez, voilà, c'est une vie. J'ai rien à retirer de cette vie. C'était passionnant. Le nombre d'erreurs que j'ai pu commises c'est un nombre qui est tellement grand qu'on j'arrive pas à le citer. Et en même temps, de temps en temps, j'avais quand même vu juste, ou je vois juste. Vous avez sur Oui, ce bureau... vous m'avez demandé, je suis Ah oui. français et allemand depuis maintenant près de 2 ans. Je suis aussi français, donc j'ai les 2 nationalités. Comme ça, je ne pourrais plus jamais être expulsé. Ça change quoi d'avoir ces 2 nationalités aujourd'hui? Rien, si ce n'est que on ne dit plus c'est le plus français des Allemands ou le plus allemand des Français. On doit dire il est franco-allemand, il est les 2. Il est un bâtard. Pour revenir sur le passé, juste sans conseiller étal, vous avez de la nostalgie, un petit peu de nostalgie par rapport à votre action? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était un moment extraordinaire. Mais je sors toujours la même vanne. Si j'ai de la nostalgie, c'est quand vous faites l'amour. Si la première fois, c'est formidable, et qu'après, il n'y a plus rien, c'est terrible. Donc, c'est vrai que c'était un moment, une entrée dans la vie politique fantastique. Mais après, ça a continué. Je ne regarde pas en arrière. Je dis simplement, oui, j'ai passé mon doctorat S politique dans la rue en mai 68. Et depuis ou à Nanterre et à Sorbonne. Et depuis, je suis docteur en
en politique et en imagination. Alors on fait peut-être un saut de 50 ans, si vous le voulez bien. Donc cette semaine, une semaine marquée par le vote dans 3 jours des Britanniques, rester ou sortir de l'Europe. On vous a vu tribun au Parlement européen pendant 20 ans, très engagé sur l'Europe, ce que plus personne ne dit d'ailleurs. Vous êtes pour une Europe unie, fédérale, etc. C'est important, c'est grave, ce qui se joue dans 3 jours? C'est important et entre les deux, mon cœur balance. C'est vrai que, disons, l'Angleterre est dans l'Union européenne, dans ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, mais toujours à reculons. C'est vrai qu'ils ont bloqué beaucoup de choses. Donc, une sortie de l'Angleterre de l'Europe, c'est pas la fin du monde. L'Europe peut se faire sans l'Angleterre. Et d'un autre côté, symboliquement, politiquement, c'est vrai que ça serait un coup dur pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut en sortir, on peut commencer à déconstruire l'Europe. Mais quand j'ai lu l'article dans Le Monde là, de Le Parmentier, qui est... Non, Jean Quatremer, il dit... Anglais, soyez sympas, soyez européens, quittez, comme ça sera mieux. Mais Le Monde a essayé de faire ce que peut être le Brexit, et il me cite en disant « c'est aussi compliqué le Brexit que démanteler une centrale nucléaire ». Ça va pas être facile, et je crois que les Anglais vont en baver, c'est toute la difficulté. Danny Cohn-Bendit, si aujourd'hui les Anglais ils doutent, est-ce que c'est justement la raison, c'est pas que les Européens aussi ils doutent, qu'ils n'ont pas vraiment un attrait, on n'a pas réussi à convaincre les Britanniques de rester dans l'Europe? On est dans une situation absurde où tous les gouvernements, même ceux qui se disent pro-européens, freinent la construction européenne. Je vous donne le dernier exemple. Quand il y a eu Molenbeek, tout le monde s'est révolté. Mais qu'est-ce que c'est que cette Europe incapable d'assurer la sécurité? Depuis 10 ans, le Parlement européen demande un procureur européen, un FBI européen. Les ministres de l'Intérieur disent ça, c'est la souveraineté nationale. Donc, on n'a pas fait l'Europe. Et les gens vous disent, vous voyez que ça ne fonctionne pas l'Europe. Ah oui, l'Europe qu'on ne fait pas ne fonctionne pas. Et c'est surtout comme ça, les gouvernements prennent des décisions, la politique agricole commune, ils prennent des décisions absurdes et on dit, vous voyez, l'Europe ne fonctionne pas. Il faut refonder l'Europe, une renaissance de l'Europe pour que le fonctionnement démocratique garantisse la souveraineté européenne. Et ce que je dis en partant est toujours vrai, la souveraineté nationale ne marche plus dans la mondialisation. La souveraineté que nous devons, notre souveraineté défendre, elle passe par la souveraineté européenne. Une Europe capable. Rendons l'Europe capable. Rendons l'Europe sociale. Donc moi je dis, l'Europe telle qu'elle est, elle ne me plaît pas. Mais nous ne sortirons des problèmes que nous avons que par l'Europe. Est-ce que vous avez été déçu par l'équipe dirigeante de la Commission européenne, Juncker et compagnie? Je ne pas d'être déçu par les gouvernements, donc pourquoi je ne serais pas déçu par l'équipe dirigeante? On fait comme si les gouvernements nationaux seraient la panacée, et c'est la Commission qui c'est pas vrai, oui, Barroso s'empêtrait dans des complications incroyables, Juncker... Encore, on peut le critiquer, mais sur les réfugiés, il propose la bonne solution. La répartition, c'est pas la faute de la Commission si les gouvernements sont incapables ne veulent pas mettre cela en place. Mais vous incriminez les gouvernements, Daniel Cohn-Bendit. C'est les peuples qui, en ce moment, n'en veulent plus. Juste. France, en Hongrie, aux Pays-Bas, quand on fait voter les gens, ils votent pour des eurosceptiques, voire des europhobes. Comme aujourd'hui à Rome, par exemple. Attendons, oui, d'accord. Aujourd'hui, vote municipal. Il faut faire attention maintenant de ne pas projeter les élections municipales en Italie, où il y a un refus du gouvernement en place. Ils votent, il y a des eurosceptiques. C'est vrai, ils sont, disons, ça monte. Mais aujourd'hui, il y a des gouvernements qui se disent pro-européens. Donc c'est vrai que nous avons perdu la bataille idéologique, si on veut, sur l'Europe. C'est vrai que mais qui défend encore l'Europe? Moi, je vous dis, tout ce que vous pensez sur l'Europe, que l'Europe va pas, que l'Europe marche pas, c'est vrai. Mais c'est pire, je vous dis. J'ai été 20 ans là-bas, c'est pire. Mais si vous voulez que nous réglons le problème des inégalités en Europe, de l'investissement public pour des énergies renouvelables, pour justement être à la hauteur des problèmes écologiques, etc. Nous n'avons que l'Europe.
Donc changeons l'Europe, oui, mais ne mettons pas l'Europe au banc, parce que si on se retrouve nation, eh bien on va être balayé. C'est vrai, je le dis, je le répète, parce que qu'est-ce que sera la France dans 40 ans, dans la mondialisation? Ça sera l'équivalent d'Andorre en Europe. Qu'est-ce que sera l'Allemagne dans 40 ans, dans la mondialisation? Alors pourquoi ça ne fait pas peur aux gens, précisément? Mais parce que personne ne le dit comme ça. Qui vous dit ça? Tout le monde vous dit la souveraineté nationale. La France est un grand pays. L'Allemagne est un grand pays. Tout le monde n'arrête pas de vous dire que c'est ces bêtises-là. Et tant qu'il y aura des élections nationales, il y aura ce type de discours. D'abord, moi, je suis pour des élections européennes, avec peut-être l'élection du président européen de la Commission au suffrage universel, des listes transnationales. Mais même s'il y a des élections nationales, on a un devoir de dire la vérité aux citoyens. Et la vérité aux citoyens, c'est que... Regardez le débat sur le Brexit. Le débat aujourd'hui, c'est contre l'immigration et les réfugiés. Et ils disent en Angleterre, si on sort de l'Europe, on va fermer nos frontières. Les frontières anglaises sont fermées. C'est pour ça qu'on a Calais. Si elles étaient ouvertes, pourquoi la France est en train de s'embêter avec ce problème de 7000 réfugiés qui veulent aller en Angleterre? Les frontières sont fermées. Donc il faut une campagne sur la fermeture de frontières qui sont fermées. Mais on marche sur la tête aujourd'hui. Daniel Cohn-Bendit, à part vous, qui est aujourd'hui pour une fédération européenne, à part vous, plus personne ne l'est. D'abord, c'est pas vrai, il y a des tas de gens. Nous avons sorti un texte la semaine dernière, nous le sortons aujourd'hui Mais dans les plusieurs politiques, pays. est-ce que Hollande, est-ce que Merkel, est-ce que d'autres sont... Alors là, vous posez un vrai problème. C'est vrai que aujourd'hui, les responsables de gouvernement, les grands partis, ont peur du défi européen. Ils ont peur de cette vérité. Mais parce qu'on est dans une période de transition historique. Vous savez, combien de temps, disons, l'État-nation démocratique a-t-il mis pour s'imposer dans les nations, pour s'imposer en Allemagne? Les Allemands aujourd'hui font comme s'ils étaient toujours génétiquement démocratiques. Alors quand on leur dit, si on regarde votre histoire, c'est pas tout à fait ça. Hein. Les Français, avec la République laïque, ça a été, nous, on a toujours été absolument démocratiques. On leur dit, vous savez, on peut regarder. Alors je demande aux Français, par exemple la France, quand est-ce que la France est devenue une démocratie? 1789, la Révolution française, pas du tout. 1945 avec le vote des femmes. 160 ans de démocratie, de construction démocratique à démocratique, même le Front populaire. Donc qu'on arrête, oui, la construction démocratique d'un espace démocratique en Europe, cette histoire Sauf que, d'une décennie. l'Europe fait marche arrière actuellement. En Europe centrale orientale, il y a des entorses à la démocratie, à la liberté de la presse, etc. Ça n'avance plus et ça recule. Mais ça ne serait pas mieux si les Hongrois sortaient de l'Europe. Vous n'auriez pas de démocratie non plus. Vous faites comme si c'est la faute de l'Europe qu'aujourd'hui vous avez une majorité nationaliste, raciste en Hongrie. Alors, prenons l'exemple de la Pologne. La Pologne a un gouvernement qui est eurosceptique. Ouais. Chrétien eurosceptique. D'accord ? Voire anti-européen. Anti-européen. En même temps qui en profite assez. Sondage. Si chez vous, il y a 3 semaines, si chez vous, il y avait un vote comme en Angleterre, sortir ou rester en Europe, résultat du sondage, 83% des Polonais veulent rester dans l'Union européenne parce qu'ils en profitent. Donc démontrons au peuple, mais monsieur Orban, faites votre sortie, vous allez voir le résultat pour votre pays. Et alors, Daniel Cohn-Bendit, c'est quoi la solution après un éventuel Brexit? Est-ce qu'il faut que les pays qui y croient avancent et disent aux autres, tant pis pour vous, on fait un club de gens qui ont envie d'être prospères, ont envie de s'intégrer, ont envie de discuter directement avec la Chine, les États-Unis, etc. Non. Parce qu'on fait un 3e cercle. Il y a Schengen, il y a l'euro et puis le cercle des fédéralistes. Il y a 2 niveaux. Il faut une renaissance européenne. Cette nouvelle renaissance européenne. Cette nouvelle renaissance passe par 2 niveaux. Des initiatives tout de suite. Des initiatives pour, disons, élargir la démocratie en Europe. Une initiative pour relancer industriellement, économiquement, vers une industrie décarbonisée l'Europe par un Green New Deal, un grand plan d'investissement européen.
il faut élargir Erasmus aux collégiens, il faut redévelopper l'idée d'une Europe de la culture qui protège justement la différence de culture. Ça, c'est un niveau. Relancer l'Europe pour que matériellement, idéologiquement et culturellement, les citoyens se sentent plus concernés. Et en même temps, il faut une nouvelle convention, il faut relancer le problème de la structure politique de l'Europe, le problème de la Constitution européenne, définir pourquoi nous sommes ensemble, ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire, comment ça s'organise politiquement, et avec cette Constitution européenne, les pays qui disent ça on n'en veut pas, bye bye, faites votre choix. Alors justement, parmi les choses qui font peur et qui agissent comme un épouvantail, il y a par exemple la négociation sur le traité transatlantique, Europe-États-Unis. Alors ça, c'est l'exemple même de ce qui fait peur, de ce qui effraie à Bruxelles. Les choses qui se passent Il y a deux dans la choses. coulisse. Il y a deux choses. Moi, je crois que ce traité, et ça c'est le problème du fonctionnement de Bruxelles, mais ça on peut le décider tout de suite autrement, de la non-transparence. Voilà. D'abord, de la transparence de ce qui est dit, ce qui est négocié. Et deuxièmement, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un véritable débat, un débat avec donc transparence, et après que les institutions politiques, le Parlement européen, les parlements nationaux, prennent position pour ou contre. Oui, mais Donc, Bruxelles ne procède pas comme ça. Vous dites, Mais la France non plus. Vous revenez au niveau de la nation. Enfin, il n'y a qu'un pays au monde où c'est le gouvernement qui fait l'ordre du jour d'un parlement. Ça n'existe nulle part, ça. Donc vous dites, qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez la France, parce que Paris ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous pouvez me dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut suivre les recommandations du Parlement européen sur la transparence et arrêter avec ce genre de politique. Donc, que le gouvernement français, que le gouvernement allemand, que les gouvernements s'engagent dans cette direction. Mais que les citoyens s'engagent, il faut pousser dans cette direction. Daniel Cohn-Bendit, je reviens à ce que vous disiez. Donc pour vous, on remet tout à plat les traités, l'architecture institutionnelle, on redessine une constitution des traités, on fait voter. Ceux qui veulent, ceux qui veulent pas. On fait voter après 3 ans, ça dure 3-4 ans. On est dans un grand processus historique, ça dure 3-4 ans. On fait un référendum européen à double majorité. Cette constitution est acceptée si la majorité des citoyens européens disent oui et si la majorité des États membres disent oui. J'avoue que dans tout ce que je propose, j'ai un problème. Il y a vraiment un talon d'Achille. Je ne vois pas l'Europe si l'Allemagne et la France ne sont pas dedans. Donc si la France décidait de sortir, ou l'Allemagne, c'est la fin de l'Europe. C'est vraiment mon talon d'Achille, c'est la faiblesse de mon argument, parce que l'Europe, c'est ce qui est fantastique, c'est d'avoir su surmonter les plus grandes catastrophes de l'histoire. L'Europe, c'est 2 guerres mondiales, on peut rajouter 70, et c'est donc 3 guerres. C'est le stalinisme, c'est le fascisme, c'est le colonialisme aussi. Tout cela, c'est ça le patrimoine humanitaire, démocratique de l'Europe aujourd'hui. Et ça, c'est lié à cette capacité des politiques dans les années 50 qui étaient minoritaires. Si vous avez fait un référendum dans les années 50 en France, voulez-vous vous réconcilier avec les Allemands? Vous prenez 80% contre vous. Vous prenez 80% contre vous. C'était faux. C'était faux de mener cette politique. Eh bien, aujourd'hui, il faut maintenir ce qu'on a. La paix, on l'a grâce à l'Europe. Mais si on déconstruit l'Europe, on ne sait pas ce qui peut arriver avec les nationalismes. Et puis maintenant, il faut que l'Europe soit capable de se mettre au niveau de la régulation nécessaire de la mondialisation. Daniel Cohn-Bendit, j'avais prévu nos téléspectateurs et auditeurs, le temps passerait vite. On fait une pause d'actualité, actualité que vous allez d'ailleurs commenter. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite d'International. À tout de suite. Retour international, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit, 20 ans eurodéputé, on vient de parler longuement de l'Europe. Une question comme ça, vous n'y retournerez pas, vous ne serez plus jamais candidat? Vraisemblablement non. Donc peut-être oui. Ou si il y avait une élection au suffrage universel
du président de la Commission dans toute l'Europe, alors là, je réfléchirais vraiment, ou si une partie des députés étaient élus sur des listes transnationales et que les têtes de liste des familles politiques sur ces listes trans-européennes soient les propositions des partis politiques pour la présidence de la Commission. Donc, s'il y a une campagne européenne, je serais plus candidat si ce sont des campagnes, 28 campagnes nationales pour le Parlement européen. On vient de le voir dans le petit rappel des faits, c'était le 10D, disiez-vous, vous souriez vous-même, de l'écologie politique, faisait 16%, ça s'est jamais fait dans une élection en France. Pourquoi ça marche pas très bien l'écologie politique? Ben, vous voyez, c'est là où on voit que le soir des élections, on peut dire n'importe quelle bêtise. Hein. Oui, parce que l'Europe écologie était une idée formidable. On avait trouvé quelque chose. On voulait renouveler la pratique politique et on s'est fait bouffer par la vieille pratique, les Verts, les problèmes de courant, etc. Et on a été trop faible. On a ceux qui représentaient Europe Écologie, l'idée d'Europe Écologie d'une nouvelle forme de parti politique. On n'a pas eu la capacité de l'organiser. On a perdu. Et à partir de là, voilà, ça s'est effondré. Et on est revenu dans ces vieilles pratiques politiques. Si vous voulez, il n'y a aucune force politique qui fonctionne. Alors ça fonctionne que sur des personnes. Voilà. C'est-à-dire... Est-ce que c'est pas aussi que l'idée de l'écologie, elle est maintenant, elle fait partie, elle a été prise en compte par les grands partis classiques? Alors là, les grands partis, quel est le grand parti classique, par exemple? Je ne sais pas, il y a eu la COP 21, oui, par mais exemple. qui se pose le problème du nucléaire? La CDU. La CDU, exactement. Et c'est pour cela que vous aurez, si les chiffres le donnent, la prochaine coalition en Allemagne, c'est entre la CDU et les Verts, de Merkel et les Verts. Et écologiquement, la grande initiative de cette alliance, ça sera la sortie du charbon. Et que le blocage sur le charbon, c'est le SPD qui est lié au syndicat de la défense de l'emploi dans les mines de charbon. Donc vous voyez que là, c'est vrai que la CDU, Madame Merkel, est la seule grande politique ou responsable politique qui ait tiré les conséquences de Fukushima. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est la vérité. Non, mais l'écologie, vous pouvez pas dire que le gouvernement actuel n'y a pas touché. Il y a quand même une loi de transition énergétique. Alors même si en France, oui, le gouvernement mais français... c'est pour ça que moi j'étais pour un accord de gouvernement avec ce gouvernement. Mais quand on voit sur le diesel, quand on voit sur Notre-Dame-des-Landes, quand il s'agit d'avoir une réponse pratique à un problème pratique, ce gouvernement fait marche arrière. Quand on voit sur la taxation écologique, quand on voit qu'il y a 5000 bonnets rouges dans la rue, on fait marche arrière. Donc oui, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l'écologie, la responsabilité écologique, s'impose dans tous les partis, dans l'espace politique en France. Et Daniel Cohn-Bendit, il va y avoir des primaires visiblement à gauche. En France, pour l'élection présidentielle. Est-ce que les Verts, les écologistes doivent y participer? Je veux dire, ils ont dit non. De toute façon, ils se sont mis hors jeu. Hein, les Verts sont hors jeu. Ils disent plus d'alliance avec le Parti socialiste, donc on peut les oublier. On les reverra pas pendant 5 ans. Moi, je crois que notre idée, j'ai été avec ceux qui ont lancé l'idée de la primaire, c'est que tous y participent. Les écologistes, le Parti communiste, le Front de gauche, tous ceux qui veulent, disons, une candidature de gauche, alors ils la définissent comme ils veulent, face aux Républicains, face à Marine Le Pen, etc. À la droite. Et moi, je dis à Mélenchon, mais toi qui es persuadé que tu peux devenir président de la République, mais vas-y, mon pote, va à la primaire, tu vas écraser Hollande, tu vas écraser Montebourg, tu vas écraser tu es tellement grand, tu es tellement fort, et donc tu seras le candidat unique de la gauche. Ça sera formidable. Tu auras une chance de devenir président. Je lui dis... Vous y croyez vraiment? Mais non, parce qu'il sait qu'il n'est pas aussi grand, qu'il n'est pas aussi fort, que c'est une poule mouillée. Donc je veux dire que... Mélenchon, aujourd'hui, le seul rêve qu'il a, c'est de faire mieux que Hollande. Donc il sera malin, il dit, oui, j'ai fait mieux qu'Hollande, mais j'ai la moitié à un tiers de Marine Le Pen, ou la moitié de Marine Le Pen, un tiers des Républicains, ça fait rien. La droite est à 65% en France, ça fait rien. J'ai fait 1% de plus que Hollande.
Ouh là là, je vais marquer l'histoire jusqu'à la fin du monde. C'est ça le niveau politique du débat en France. Dans ces cas-là, la droite va passer et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais Hollande, pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il y aille. Il déclarera sa candidature début décembre. Eh ben, ça deviendra intéressant. Si Hollande n'y va pas, vous avez un vrai débat entre le républicanisme autoritaire de Valls et le social-libéralisme de Macron. Et là, si les écologistes étaient intelligents, de faire un pôle écologiste très ferme sur les positions écologiques, sur des positions de réforme, de société, etc., et de faire, ce qui est difficile, un compromis avec le social-libéralisme. Moi, je crois que l'alternative à la gauche, à la droite aujourd'hui, en France, c'est un compromis. Je sais difficile, mais c'est ça la politique. La politique, c'est, dans la difficulté, avoir la possibilité de dépasser les lignes. Donc, le social-libéralisme se positionnant avec une perspective européenne et un pôle écologiste très fort avec une perspective européenne, ça, c'est une alliance. Vous êtes en train de nous dire que vous votez Macron, alors? Non, je vote pas Macron, je vote Hulot. Je vote Yannick Jadot. Ok, Hulot Macron, quoi. Mais moi, je crois que c'est Jadot-Macron, Hulot-Macron, c'est la possibilité d'une majorité contre les Républicains et l'extrême droite. Est-ce qu'ils en ont envie eux-mêmes? Mais d'abord, il faut les pousser à penser. Moi, je ne sais pas ce dont ils ont envie, je ne les vois pas tous les jours et toutes les nuits. Hein, je dis simplement... Hulot, vous ne savez toujours pas? Hulot, je sais pas, non, ben c'est à lui. Parce que, écoutez, moi, je peux pas décider pour Hulot. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si vous voyez les possibilités du paysage politique, il faut être capable de formuler un projet. Et après, projet avec projet, donc le social-libéralisme de Macron, moi, le républicanisme autoritaire de Valls, c'est pas ma tasse de thé, hein, et bien, de trouver une perspective pour la France qui a une base commune, c'est renforcer, redévelopper et se mettre au niveau d'une nécessaire renaissance du projet européen. Daniel Cohn-Bendit, vous êtes français également, vous l'avez rappelé au début de cette émission. Vous voyez le pays bloqué autour d'un climat social extrêmement difficile en France. Qu'est-ce qui se passe et que faudrait-il faire pour en sortir? C'est très violent, c'est très bloqué. L'exécutif a les plus grandes difficultés à relancer la machine. Votre diagnostic, c'est quoi? Ce pays est bloqué pour différentes raisons. Alors d'abord, le gouvernement est mauvais. Je veux dire, la manière dont ils se sont pris pour cette loi de réforme du travail, si j'avais imaginé avant, vous m'auriez dit, non mais tu peux pas faire un scénario un peu plus intelligent quand même. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, ce pays, le dialogue social qu'on appelle, est bloqué parce que vous avez deux CGT. Vous avez la CGT et puis vous avez le MEDEF, qui est la CGT niveau MEDEF. MEDEF, ce sont les patrons. Ce sont les patrons. Donc vous avez les patrons qui sont, disons, intransigeants, qui sont bornés, qui sont bétonnés, et vous avez la CGT, intransigeante, bornée et bétonnée. Mais avec ces données-là, quel était le scénario intelligent, selon vous? Avec ces données-là qui sont... Le scénario intelligent était, premièrement, une réforme qui mette dans la Constitution, pas dans la Constitution, dans la loi française, la cogestion, c'est-à-dire au conseil d'administration des entreprises, parité entre les syndicats et les patrons avec une voix de plus. Le modèle allemand ? Le modèle allemand. Donc vous renforcez la présence syndicale dans les entreprises. Deuxièmement, alors la réforme après El Khomri avec l'inversion des normes, on fait comme si l'inversion des normes, vous aviez d'abord inversé les normes parce que vous avez renforcé le rapport de force pour les syndicats dans les entreprises. Donc il y a la logique, c'est de faire des négociations d'entreprise le moment important avec une sécurité par branche, c'est ce qui existe aussi en Allemagne. Donc vous avez là une réforme qui remet un peu la machine sur les roues. Ils l'ont pas fait. Et deuxième, au début, ils n'avaient même pas discuté avec la CFDT. Mais il faut être complètement... C'est plus proche et... Mais oui, puis alors, aujourd'hui, vous entendez le discours rationnel de Berger, le secrétaire général de la CFDT, et le discours quand même irrationnel de Martinez, qui a peur de son opposition, de son extrême gauche. Et alors, sur la SNCF, moi, je demande aux syndicats de la SNCF, vous faites grève contre la SNCF,
c'est votre droit. Mais alors faites-le d'une manière intelligente. Faites la grève de la gratuité. Vous voulez toucher la SNCF? Bien, vous dites aux voyageurs, welcome à la SNCF, vous n'avez pas à payer, on fait grève, vous n'êtes pas contrôlé. Là, vous touchez la SNCF et vous ne touchez pas les citoyens. On bloque pas les trains. On bloque pas les trains, mais c'est gratuit. Ouais. C'est comme le péage sur sur l'autoroute. Les péages sur l'autoroute, ils font la grève de la gratuité. Ils n'empêchent pas les voitures de passer. Et pourquoi on ferait pas ça? On me dit c'est illégal. Ouais, mais vous faites la grève du zèle. Vous commencez à contrôler une personne au début du départ et vous ne dépassez pas la deuxième personne. Enfin, il y a des manières intelligentes. Faut faire grève autrement aujourd'hui. Il faut qu'ils inventent des grèves qui ne touchent pas la majorité des citoyens qui veulent aller travailler, donc de leur imposer quelque chose, mais qui touche ceux qui veulent toucher, c'est-à-dire par exemple la SNCF. Et Daniel Cohn-Bendit, est-ce que François Hollande, là, il prend l'opinion de front quand même sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est dans son moment Schröder? C'est-à-dire que, voilà, il est en fin de mandat, il se dit, je ne sais pas si je vais gagner, mais au moins j'aurai réformé. Donc il fait une réforme qui n'est pas populaire. Et vaille que vaille. Du nom du chancelier allemand qui avait lancé des réformes, le socialiste, et qui a été battu. En tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il espère. Et vous qui connaissez bien les deux pays et qui avez vu un peu de près les deux textes. C'est vrai qu'au début, la réforme Schröder était mal vue en Allemagne. Et ce qui est invraisemblable aujourd'hui, c'est que tout le monde se réfère à ces réformes. Mais on a vu avec Schröder qu'il a commis presque les mêmes erreurs que Hollande. C'est-à-dire que Schröder fait une réforme sur, par exemple, la flexibilité, mais ce qu'il n'a pas fait avec les Verts, alors que les Verts le proposaient, mais ils ne l'ont pas imposé, et c'était une erreur, il n'a pas tout de suite fait la flexibilité et le salaire minimum, qui est venu beaucoup plus tard. Et beaucoup plus tard, c'est la troisième coalition Merkel et les sociodémocrates. L'année dernière. L'année dernière. Ça, c'était une erreur. Et je crois que dans les réformes de la flexibilité, la même erreur de Hollande, de ne pas renforcer la sécurité. Vous savez, au Danemark, vous perdez un job, vous avez 4 ans de soutien et de formation, à 80% de votre salaire, je crois, ou 70%, on fera intox, désintox, je ne sais pas exactement le chiffre, mais voilà, je veux dire, il ne va pas assez loin dans la sécurité. Il ne va pas assez loin dans... C'est vrai qu'il faut une flexibilité, mais on ne peut pas laisser les salariés seuls face, disons, à la dureté de la flexibilité. Alors aujourd'hui, maintenant, quelle est la porte de sortie? Vous dites le gouvernement a été mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de là? J'ai oublié ma boule de cristal. Il y a des manifestations. Allez, vous avez bien un avis. Il y a des manifestations prévues la semaine prochaine. Moi, je crois que la porte de sortie, maintenant, elle est du côté du gouvernement et de la majorité au Parlement, de bien montrer et de renforcer, peut-être avec un ajout, la dimension sécurité dans la flexibilité. Donc de démontrer, c'est ça notre intérêt. Et puis, il n'y a pas là-dessus de porte de sortie. La porte de sortie serait, dans la foulée, d'introduire la cogestion, de renforcer les syndicats dans les entreprises, donc de renforcer la capacité de négociation des syndicats dans les entreprises. Ça, je crois que c'est important, donc de changer le rapport de force des salariés, justement, contre le patronat. Et Daniel Cohn-Bendit, vous avez connu une période révolutionnaire, 68. En ce moment, la France, elle vit des moments assez agités, violents. Est-ce que c'est une période révolutionnaire? Et est-ce qu'il y a plus de violence qu'en 68, ou c'est une violence différente? Non, alors d'abord, la grande force contre-révolutionnaire, c'est le temps. Il pleut. En 68, il faisait beau. Donc ça, c'est vraiment, je ne sais pas qui, où, comment... Parce qu'il y a eu une nuit Ça, debout. Oui, mais la Voilà, nuit debout, c'était le froid et c'était la pluie après. Donc ça a été... Non, sérieusement. On n'était pas en période révolutionnaire en 68, on était dans une période de révolte. Mais une révolte prométhéenne. On avait peur de rien. On avait peur de rien. On ne connaissait pas le chômage, on ne connaissait pas le sida, on ne connaissait pas la dégradation climatique. Donc c'était, on veut notre avenir. Aujourd'hui, les gens, avec raison, les jeunes, les moins jeunes, disent on veut un avenir. Et donc dans cette situation, c'est pas révolutionnaire.
C'est on se révolte contre une dureté, contre une précarité, etc. Et dans cette situation, on le voit bien, ça ne prend pas. Je veux dire, mai 68, c'est fait que les étudiants ont ouvert une brèche, ou les jeunes, et les entreprises s'y sont engouffrées une à une, à part les protégés du service public et de la CNCF, personne, aucune entreprise. Oui, vous allez me dire l'énergie, on bloque à 200 une centrale, pétrole, et ça, mais il n'y a pas eu, parce que ce n'est pas dans l'ADN émotionnel en ce moment de la grande majorité des salariés. Et sur la question de la violence, je veux dire, vous avez connu une période de manif où ça y allait. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur les casseurs, la violence de la société, enfin, qui est un peu partout. Nous, on ne connaissait pas non plus. Oui, la violence, nous, on ne connaissait pas. Vous avez ensemble cette violence terroriste, cette violence, donc, une angoisse généralisée. Donc, ce que je ne comprends pas du côté des autonomes, des libertaires, qui se taguent dans tout Paris, Paris, lève-toi, ils ne comprennent pas que l'angoisse, elle est face à la violence et que leur violence rend ce mouvement encore plus minoritaire, encore plus en dehors, en fait, de ce que peuvent comprendre la majorité des citoyens. Moi, il faut une intelligence. Il y a des moments de révolte sociale où il y a de la violence. Mais si vous êtes un groupe qui agit, eh bien, vous devez avoir une réflexion sur la violence. Quand dans la journée où il y a eu ce meurtre effroyable des 2 policiers, si vous en rajoutez dans la violence, c'est que vous n'avez rien dans la tête. C'est que vous n'avez rien compris. Donc, qu'ils ne nous fassent pas la leçon sur une nouvelle société qu'ils veulent. Si ces gens-là arrivaient au pouvoir, ils seraient comme tous les totalitaires qui sont au pouvoir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et vous trouvez que les autorités la gèrent comment, cette violence ? Écoutez, moi, je vais pas continuer comme... Ils font ce qu'ils peuvent. Vous savez, la police n'a jamais été mon espace de réflexion le plus profond. Mais ils n'en peuvent plus, les policiers. Ils n'en peuvent plus. Il faut comprendre, il faut que Martinez comprenne que depuis le 13 novembre, ils sont toujours sur la sellette. Et puis il y a l'Euro, et puis il y a les hooligans, et puis il y aura le Tour de France. Daniel Cohn-Bendit, est-ce que comme Renaud, vous auriez embrassé un flic ? Ça m'est arrivé d'embrasser un flic aussi, oui. Non pas parce que j'ai des pulsions homosexuelles, ça aurait pu arriver. Mais parce qu'on vous voit sur certaines affiches qui sont très iconiques, face à face. Quand j'étais adjoint au maire de la ville de Francfort, j'étais très copain, je suis devenu très copain avec le responsable de la police qui s'occupait des jeunes. On a fait des tas de choses ensemble pour déminer des situations. Il y a dans la police des personnalités formidables et il y a dans la police des fascistes. Comme dans toute la société. Je veux dire, donc, si vous me demandez, est-ce que vous embrasseriez un policier qui vote Marine Le Pen ? Non. Si vous me demandez si vous embrasseriez un policier qui peut voter Europe Écologie, oui. Mais aujourd'hui, mais même socialiste ou même républicain. Je veux dire, voilà. Ils vont être contents, les flics. Aujourd'hui, ce que dit la CGT, Martinez dit, en fait, c'est pas les policiers qui sont le problème, c'est les ordres qu'on leur a donnés. Mais c'est pas vrai. Évidemment, mais alors, il faut pas faire de l'angélisme. Tout le monde sait. Tout le monde sait que quand il y a un mouvement social, quand il y a des policiers, il y a des policiers qui veulent casser du manifestant. C'est pas par ordre, parce qu'ils sont d'extrême droite, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils commencent vraiment à nous faire chier, cela. Depuis 1 an, on n'arrête pas, on n'a pas de congé, on n'a pas de week-end, on n'a pas... Bon, voilà, ça existe, c'est pas un ordre. Et d'un autre côté, il y a des manifestants qui veulent casser du flic, qui disent une balle, une balle, un policier, etc. Voilà, les deux existent. Et... disons, le responsable de la police doit faire le ménage d'un côté comme de l'autre. Daniel Cohn-Bendit, on fait le tour du monde. L'année prochaine, dans quelques mois, élection aux États-Unis. Trump qui gagne, ça change quoi dans le cours du monde ? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, et parce que moi je suis quand même du côté de la raison contre la folie, Hillary Clinton va gagner. Non pas que je trouve qu'Hillary Clinton soit formidable, mais c'est comme ça. Il n'y a plus que 2 candidats. C'est la moins pire. Ce sera comme en France. En France aussi, Juppé sera le moins pire.
C'est pas que je suis pour lui, je sois pour lui, c'est comme ça. Et Vous pouvez voter Juppé par parenthèse? ah ben moi, au deuxième tour, Ok. Juppé, Marine Le Pen, sans problème. Ok. Je vais vous dire On revient- une chose. pardon, on revient- Je vais vous dire une chose. Si c'est un deuxième tour, Sarkozy, Marine Le Pen, Inch'Allah, j'espère que ça sera pas ça, hein, je vote Sarkozy. Faut arrêter. Pour moi, il faut à tout prix éviter Marine Le Pen et après, il faudra combattre politiquement celui qui aura été élu. Donc Trump, vous dites Hillary Clinton va être Le élu. problème des Républicains aujourd'hui, ils ont fait une croix sur Trump. Ils n'auront pas la présidence. Mais leur problème, c'est que si Trump continue, les Républicains risquent de perdre le Congrès. Donc, vous allez voir de plus en plus de Républicains. La campagne des Républicains, ça va. On vous a compris. Ne votez pas Trump, mais si vous votez Hillary, vous avez besoin d'un Congrès qui soit de l'autre côté, donc votez Républicain. C'est ça, ça va être ça leur campagne. Parce que celui-là. Alors maintenant, s'il est élu, mea culpa, alors là, on va en baver. Ouais. On va en baver. Alors imaginez le Brexit, imaginez Johnson élu en Angleterre, imaginez Marine Le Pen élue en France, imaginez 5 étoiles élues en Italie, imaginez Trump, eh ben vous allez vous amuser. Hein. Vous allez voir des infos, on va pas s'amuser d'ailleurs, on va pas arrêter de pleurer. On arrive au terme de cette émission. Il y a un grand événement en ce moment, l'Euro de football, dont vous êtes un commentateur passionné de foot. À côté de ce qu'on vient d'évoquer, de vivre, de rappeler, c'est futile le football ou c'est un truc important quand même? C'est futile, mais c'est pour ça que c'est important. Est-ce qu'on a... Il y a des moments où on a envie de se laisser aller à la futilité. Ah, voilà, on voit un match de foot, c'est passionnant. On se dit, tiens, les Islandais, 300 000 personnes, 20 000 supporters, ça ferait comme s'il y avait 4 millions de Français qui se déplaçaient à l'étranger. Mais c'est beau, c'est magnifique. Vous avez des images extraordinaires de supporters et vous avez des hooligans. Ne regardons pas simplement le prisme des hooligans. Oui, il y a des hooligans. Oui, c'est terrible. Oui, il faut leur taper. Mais vous avez des centaines de milliers de supporters qui s'embrassent, qui dansent ensemble. Regardons les Irlandais. Oui, je défends la futilité. Parce que si dans la vie, il n'y avait plus de futilité, mais alors on se suicide tout de suite. On arrête. Enfin, quoi, c'est... Donc, voilà, le football, pour ceux qui aiment ça, ceux qui vont au cinéma à la place, très bien. Il y a aussi des films complètement futiles. Si on allait voir que des films qui ne sont pas futiles, qu'est-ce qu'on ferait dans la vie? Non, faut arrêter. Ouais, malgré tout, quand même, cet épisode avec les hooligans russes et anglais, c'est une intrusion du politique dans Oui, mais alors, dans la ça va fête. être formidable. Les Russes vont être interdits des Jeux Olympiques. Ah oui. Peut-être on va enfin leur enlever la Coupe du Monde. Faisons de la politique. Faisons de la politique. Et puis... J'ai vu aux infos tout à l'heure, Morsi a été condamné pour avoir donné des documents au Qatar. Quand est-ce qu'on va poser le problème du Qatar et de l'organisation de la Coupe du Donc Monde vous êtes pour qu'on retire la Coupe du Monde à à la Russie et au Qatar. Absolument. Absolument, parce que, voilà, faisons de... Le foot, c'est aussi politique. Laissons Le foot, la c'est vie... politique. Regardez, au Qatar. Ouais. Au Qatar, je crois que c'est au Qatar, je suis presque sûr. Une femme vient d'être condamnée, elle a été violée. Elle a été condamnée, alors le violeur aussi, c'est vrai, mais elle a été condamnée parce qu'elle a eu un rapport extra-conjugal qui est interdit dans ce C'était en pays. Arabie Vous Saoudite. voyez, Non, c'est au Qatar. c'était au Qatar, c'était pas l'Arabie Saoudite. Vous avez la Coupe du Monde au Qatar. Combien de supporters vont peut-être baiser extra-conjugalement au Qatar? Ils vont les remplir les prisons. Non mais arrêtez, retirez ça de ça, revenez dans les pays, on a le droit de faire l'amour quand on veut. Danny Cohn-Bendit, merci Pas de d'avoir été sur le plateau d'International. J'avais demandé un peu de rap à la régie, on en a eu un tout petit peu. Merci d'avoir été avec nous. Qui va gagner l'Euro? La France. La France. Bien, écoutez, on verra cette prédiction dans quelques jours. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre International. J'espère aussi tonique.